Bonjour, bienvenue. Quand vous êtes prêt à partir pour le travail, sachez que la moitié des choses et des appareils dont vous allez vous servir ont été inventés par des Noirs, d'ici Martin Luther King Jr. Patrice Toyin-Fordé valide cette recommandation en nous livrant Devoir de vérité aux Noirs, les Noirs doivent se prendre en main. Un essai qui est un véritable coup de poing au visage de ceux qui ont l'habitude de nier les qualités intellectuelles de l'homme noir. Patrice Toyin-Fordé, vous êtes professeur de génie mécanique et vous nous livrez une sorte d'anthologie, en tout cas un travail très encyclopédique sur ces inventeurs noirs. Un simple exemple, les Noirs américains qui ont fait des inventions, on en a dénombré au moins 144 dans votre ouvrage. C'est un chantier très ambitieux et pourquoi? Oui, tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, l'image que l'on donne aux Noirs dans les pays occidentaux, c'est que l'homme noir, il est sous-homme, quoi. Donc, il est incapable. Donc, tout ce qui est intellectuel, comme vous l'avez dit, il n'est pas en mesure de le faire. Donc, dans les ouvrages scolaires, dans les journaux, sur la télévision, l'homme noir est toujours pris sous cet angle-là. Il est incapable. Alors moi, je me suis dit, tout le peuple, toutes les communautés, ils ont une histoire, ils ont des inventeurs, ils ont des chercheurs, et puis le monde noir n'a rien. Donc je me suis dit, je vais essayer de fouiller un petit peu. Et en fouillant, je me suis rendu compte que la liste, elle est vraiment longue. Et donc je me suis dit, bon ben écoutez, il faut que j'écrive un bouquin. Et aussi, il faut noter que mes amis intellectuels, élites, avocats, docteurs, tout ça, quand je leur ai posé la question de me donner le nom d'un inventeur noir, ils étaient incapables. Donc je me suis dit, ça vaut la peine de fouiller sur ce terrain et de le faire savoir, de le faire connaître, de le faire découvrir. Voilà. Et c'est sûr que si vous faites le même travail autour de vous, si vous demandez même à un ami qui est réputé cultivé de vous donner le nom de deux ou même d'un seul inventeur noir, ce sera difficile. Très, très difficile. Alors, quelle a été votre méthode de travail pour pouvoir faire cette trophée? Écoutez, moi, quand l'idée m'est venue, tout de suite, je me suis mis au travail. Hein. Donc, j'ai travaillé beaucoup. C'est des nuits blanches, c'est des recherches parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages recensant tout ça. Donc, il a fallu que j'aille dans les bibliothèques, Internet, acheter des livres. J'ai beaucoup lu. Hein. Donc, c'est pas tous ces biais-là que j'ai pu mettre sur pied l'ouvrage que vous avez devant vous. Et l'avantage de cet ouvrage-là, Devoir de vérité aux Noirs, les Noirs doivent se prendre en main, c'est qu'il s'intéresse aussi bien aux inventeurs qui ont fait l'histoire, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, si je puis m'exprimer ainsi, et les inventeurs contemporains. Alors, parlant des contemporains, on va faire un petit résumé. En matière d'énergie renouvelable, il y a Sandrine Ngalouga. Sandrine Mobanga, cette jeune Congolaise, a vécu dans son pays, après Sénégal, la France, et c'est aux États-Unis qu'elle a pu s'exprimer, comme par hasard. Oui. Donc, comment l'idée lui est venue? Cette jeune Congolaise, à l'âge de 12 ans, elle est tombée malade. Donc, elle était dans un village au Congo que l'on nomme Bubanga. Donc, ce village n'avait ni électricité ni eau. Donc, elle est tombée malade, elle doit se faire opérer. Et il a fallu 3 jours pour qu'on puisse faire fonctionner le groupe électrogène. Donc pendant ce temps, il y a ceux qui n'ont pas eu la chance ont connu la mort. Et elle s'est dit, si c'est comme ça, qu'elle fera tout pour faire quelque chose dans le domaine de l'énergie. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a inventé dans un premier temps une voiture hybride qui fonctionne à partir de l'hydrogène et de l'air pur. Donc l'hydrogène et l'air pur, on a la combustion. Une fois que la combustion est faite, ça fait tourner le moteur électrique. Le moteur électrique fait tourner le moteur de la voiture. Et dans le même biais, elle a inventé aussi de l'énergie propre à partir des panneaux solaires. Et elle a commencé par électrifier tous les villages du Congo, dont Bandundu, son village, là où tout est parti. Oui. Sandrine Ngalouga Mubanga, RDC, est-ce que vous avez les aspects les plus remarquables de ces recherches? Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, on sent un mieux-être dans la vie des populations avec l'énergie solaire qu'elle a pu... Oui, on commence pas à voir des avancées notables. On commence pas à voir des avancées notables parce qu'elle a œuvré à bras le corps pour que tout ceci soit mis sur pied. Il y a également le Sénégalais Souleymane Atadiouf. Ah, Souleymane Atadiouf, ce Sénégalais est brillant. Il a fait ses études
en France. Donc, il est docteur en sciences économiques et docteur en maths aussi. Tout a commencé en 1985. En 1985, il regardait les courses automobiles. Il s'est dit, si j'inventais une voiture à partir de l'énergie solaire. Donc, en 90, il a essayé de bricoler une petite voiture, mais ça n'a pas bien fonctionné. Malgré ça, il n'a pas baissé les bras. Et en 2000, il a déposé son brevet à l'INP, l'Institut national pour la protection industrielle, à Paris. Et en 2002, c'est l'OMP qui lui donne son brevet. Donc c'est lui, un Sénégalais, un noir comme vous et moi, qui a inventé le train électrosolaire et le bateau électrosolaire. En plus, ses recherches, il les a faites tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de soutien ni du gouvernement. Donc c'est à partir de ses fonds personnels et les fonds de ses amis. Et sur le sol africain, au Sénégal, c'est notable. Ce qui est quand même rare. C'est rare. Puisqu'on remarque que la plupart des scientifiques africains qui ont fait des découvertes, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis ou en Occident en général. Avant de continuer, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ben, écoutez, ce phénomène, le fait que, vous voulez dire le fait que oui, les scientifiques africains sont obligés de partir à l'extérieur pour s'exprimer, eh ben parce qu'il n'y a pas de structure pour, tout simplement. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas la volonté pour développer tout ça. C'est d'ailleurs pour ce biais que je me suis dit, il faut que j'ai créé un pôle technique pour former les ingénieurs techniciens en France, que je suis venu ici pour mettre tout ça sur pied. Dans le domaine de la biologie, il y a Ernestine Gouet-Bell qui a donné naissance à Tommy, le premier bébé éprouvette camerounais. Tout à fait, tout à fait. Ça, personne ne le sait, mais c'est aussi une avancée. Ça prouve quand même qu'en Afrique, on a aussi des scientifiques qui veulent s'exprimer, qui essaient de s'exprimer en tout cas. Donc, par ce biais-là, 25% quand même des femmes ont pu accéder facilement à cette pratique-là, sans aucun problème. Et si on prend la liste de la dizaine de scientifiques, la liste n'est pas exhaustive, mais de la dizaine de scientifiques contemporains africains, d'inventeurs africains, le Bénin ne serait pas au rendez-vous s'il n'y avait pas Jérôme Mendigan Fagla. Non. Si vous regardez bien dans mon livre, vous allez voir, il y a une partie où j'ai mis de 1968 jusqu'à 1989, je crois. Vous allez voir les demandes de brevet. Voilà, les demandes de brevet. Parlant d'invention qui est déjà pion sur rue, il n'y a que Mendigan pour l'instant, peut-être que j'en ai oublié, mais la liste n'est pas longue. Donc, c'est pour ça qu'au Bénin, il faudrait qu'on œuvre à Dama pour développer tout ça, quoi. Donnez-nous un peu des précisions par rapport à l'invention du Dr Fagla. Le Dr Fagla, c'est le VK500. Le VK500, c'est un médicament pour lutter contre la drépanocytose. Oui. Donc, ça touche l'hématie. Donc, ça touche au moins 50 millions de personnes dans le monde. Il n'y a pas qu'en Afrique, en fait. Dans tous les climats tropicaux, on trouve aussi des gens en Grèce, tout ça. Donc, c'est une avancée incroyable. Donc, il faut encourager tout ça. Et vous précisez que c'est quand même le premier Africain à avoir reçu un brevet? Oui, c'est le premier Africain à avoir reçu le brevet de l'INP dans le domaine scientifique, biologique, médical. Il n'y en a pas avant. Donc, il faut le noter aussi. L'Afrique est également à la pointe de la technologie avec un Nigérian du nom de Philippe Emeugwali. Philippe Emeugwali, on le surnomme l'Edison noir. Oui, donc, le Bill Gates africain. Le Bill Gates africain. Donc, il a à son actif au moins 6 brevets. Donc, actuellement, l'ordinateur le plus rapide au monde, c'est lui qui l'a inventé. Et il vit aux États-Unis, il est protégé, il travaille 16 heures par jour. Et même ses promenades sont surveillées. Comme quoi, les Africains sont là, ils ont le savoir, ils ont les connaissances. Philippe Emeugwali qui est également consultant pour l'armée américaine. Tout à fait, il est consultant pour l'armée américaine, il a travaillé pour nombre d'entreprises américaines. Donc il n'y a que l'environnement qui ne s'y prête pas en Afrique. Donc il faut ouvrir dans ce sens-là parce que les chercheurs, les inventeurs, on en a. L'icône de ce qui est appelé l'intelligence occidentale aujourd'hui, c'est Einstein. Il y a même des indices pour mesurer l'intelligence de l'homme à base des travaux de Einstein et de son niveau intellectuel. Mais il y a aujourd'hui un Africain, Gabriel Oyibo, dont on dit qu'il défie les travaux de Einstein. Tout à fait. Gabriel Oyibo, il a défié les travaux de Einstein. Il est parti sur une formule Ij égale à 0. Donc, ce monsieur, non seulement il a défié Einstein, il défie tous les professionnels qui peuvent contredire sa théorie.
Donc, il a même eu le prix africain dans ce domaine. Donc, les inventeurs africains, il y en a. Oui, et Oibo, son travail concerne quoi spécifiquement? Oibo, Quel domaine de... il a travaillé aussi dans l'aéronef, dans Oui. l'aérodynamique. C'est un Oui. professeur de maths. Pourquoi en Occident, les inventions qu'il y a sont récupérées, en tout cas d'auteurs, de scientifiques africains, sont récupérées par l'industrie occidentale et c'est surtout à cette industrie que ça profite. Parce que si je Tout prends à le fait. cas du VK500, c'est vrai que le docteur Fagla a un projet d'installer des industries au Bénin, mais pour le moment, c'est produit en France. Tout Et à ça fait. génère des ressources pour l'économie française. Tout à fait. C'est pour ça que je dis on devait ouvrir, parce qu'il n'y a pas de structure. Il faudrait qu'on ait des structures, notamment au Bénin, mais en Afrique, pour développer tous ces trucs-là. Il faut que l'Afrique soit autonome sur le plan technologique, sur le plan des laboratoires. Oui. C'est ici, le développement de l'Afrique partira par les Africains, partira par les structures africaines. Voilà. Et à qui ce travail incombe selon vous? Ah ben, aux autorités. Les autorités. Moi, je sais que les autorités africaines, dès qu'ils ont un petit problème de santé, ils prennent le premier vol pour aller dans la capitale occidentale pour se faire soigner, alors que le peuple est en train de mourir. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a rien en Afrique. Et parlant de la liste des inventeurs afro-américains, vous en avez dénombré 140. Une petite synthèse. Ah ben, la liste elle est longue, hein. On peut parler de Latimer, celui qui a en 1881 qui a eu le brevet pour la lampe électrique. Hein. Oui. C'est lui qui a révolutionné, hein, qui a innové. Parce qu'avant Edison, ses lampes, ça ne durait pas longtemps. C'était à base de matériaux qui n'étaient pas fiables. Oui. Les cheveux, les trucs comme ça. Et lui, il est arrivé. Il a changé tout ça, il a travaillé tout ça et il a mis à la place du filament le carbone. Donc c'est le premier qui a inventé la lampe à incandescence carbone. Et en même temps, il a inventé avant, les lampes étaient montées en série. Oui. C'est Latimer qui a inventé le montage en parallèle. Ce qui fait que quand une lampe grillait ou ne fonctionnait pas, les autres peuvent continuer à fonctionner. Alors que ce monsieur, il fait partie, enfin il est issu d'une famille esclave. Il faut noter que ses parents, ils ont fui avec lui pour quitter une ville pour une autre, pour fuir l'esclavagisme du nommé Graham Bell. Donc, ce monsieur, il est venu pour chercher son père parce qu'il s'est dit que bah, vous êtes ma propriété. Et malheureusement que les abolitionnistes se sont levés et heureusement, ils ont dû débourser 400 $ pour acheter la liberté de son père. Les inventeurs et savants africains de nos jours, on va en donner la liste, en tout cas 11. Vous en avez une numéro. Ouais, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais c'est pas beaucoup. Absolument. Philippe Emeguali du Nigeria, Jelani Aliou du Nigeria, Gabriel Oyibo du Nigeria, Ernest Simo du Cameroun, Ernestine Gouetbel du Cameroun également, Emmanuel Bissé du Cameroun, Jérôme Médigan Fagla béninois, Cheikh Modibo Diarra du Mali, Cheikh Anta Diop du Sénégal, Sandrine Ngaluga Mubanga de la République du Congo, Isaac Anon d'Afrique du Sud. Et parlant des inventeurs afro-américains, j'ai l'impression qu'eux, ils se sont beaucoup plus illustrés, ce qui valide la thèse de l'environnement de travail parce qu'ils sont restés aux États-Unis et donc ils ont eu moins de travail. Tout à fait. La lampe électrique, vous le disiez tout à l'heure, mais également l'antenne parabolique, inventée le 7 juin 1987 par Granville Woods. Tout à fait. L'aiguillage des trains, inventé le 31 octobre 1899 par William Burr. Les capsules des bouteilles et jarres en 1898. Et surprise, l'ascenseur a été inventé par Alexander Miles. Oui, voilà. Donc, quelques inventions, on en a dénombré en tout cas 144. Le feu de circulation automobile, Morgan, en 1923. C'est lui qui a inventé aussi le masque à gaz en 1912. La liste, elle est longue. Donc, Martin Luther King Jr. a bel et bien raison. Tout à fait. Et il a cité cette phrase-là il y a plus de 50 ans. Parce qu'il a dit 10 ans avant son assassinat, il a été assassiné en 1968. Et personne ne savait tout ça. Alors, parlant des demandes de brevets des inventeurs africains, il y a une rétrospective, un tableau ici, qui récapitule les inventions, les demandes de brevets en tout cas de 64 à 99. Et pour le compte du Bénin, on en dénombre 22 demandes de brevets. Pour le Togo, à côté, on en dénombre 37. Le Bénin a un avantage démographique sur le Togo. Mais le Togo a fait 37 demandes, le Bénin n'en a que 22. La Côte d'Ivoire, 148. Est-ce que les Béninois sont moins intelligents que les autres? Non,
Justement, ils ne sont pas moins intelligents que je vous dis. Il faut remonter un petit peu loin dans tout ça, hein, parce que bon, il faut noter qu'on a été esclavagisé, colonisé par les Latins, c'est-à-dire les Français. Donc on n'a pas trop cette culture scientifique, Tout comme les Ivoiriens. comme les Ivoiriens. Mais il faut noter qu'on a essayé de mettre l'accent du côté béninois, le quartier latin de l'Afrique, dont on a développé plus tout ce qui est littéraire, philosophie. Donc on a recruté un petit peu cette partie-là. C'est pour tout ça qu'il faut œuvrer, il faut travailler. Sinon, le savoir, il est là. Les Béninois ne sont pas moins intelligents que les Togolais ou les Ivoiriens ou les Camerounais, quoi. C'est l'environnement. Vous savez, l'intelligence, c'est comme une fleur. Vous la mettez dans un bon environnement, vous l'arrosez tous les jours, comme une fleur, elle va pousser. C'est pareil pour l'intelligence. Quand les gens disent je suis né intelligent, non, non, nul n'est né intelligent, nul n'est né bête. C'est l'environnement qui guide. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc il faut créer ces environnements-là, les structures, les suivis. Il faut créer cet environnement pour faire émerger l'intelligence. Mais cela s'explique également par une certaine culture sociale et sociologique du Béninois qui a l'habitude de dire, en vernaculaire, vous me permettrez de dire, Yovosien, le blanc est fort. Voilà, Yovosien, voilà. Et le Béninois se sent beaucoup plus habile à être philosophe, à être sociologue, à être écrivain. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit, on a été esclavagisé, colonisé, donc ça a laissé des traces. Hein. Donc il faut le noter. Donc les colonisateurs nous ont dit qu'on n'était pas capable. Donc c'est resté. On dit chez nous que le noir ne sait pas inventer une aiguille, par exemple. Hein? Il y a des intellectuels qui continuent de le dire. C'est faux, c'est faux. Patrice Toyin-Fodé, vous êtes professeur de génie mécanique en France. Et c'est bien de faire un ouvrage sur les inventeurs africains, mais c'est encore mieux d'inventer soi-même. Tout à fait, c'est une très bonne question. Je m'y attendais, c'est pour ça aussi que j'ai inventé quelque chose. J'ai inventé quelque chose qui n'est pas moindre, c'est-à-dire que j'ai inventé une centrale électrique pour pallier au problème de lestage au Bénin et puis en Afrique, parce que c'est un problème africain. Voilà, donc ma centrale elle est tout simple, hein, donc ça fonctionne à partir de l'eau de pluie, comme il pleut au Bénin, donc il n'y a pas de problème, c'est sous la force de l'eau que va faire tourner une turbine. La turbine, donc on a l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Mécanique, on colle un alternateur, on passe à l'énergie électrique, puis on met un transfert pour multiplier tout ça. On a de l'électricité. On n'aurait plus de problème de délestage. En plus, il n'y aurait plus de problème d'inondation. C'est aussi simple que ça. Très simple. Et là aussi, il faut noter que moi-même, qui viens d'inventer ça, le déclic, je l'ai eu seulement en 2005. Donc avant 2005, j'étais pareil aussi. Je disais que le noir n'était pas capable, les inventions c'est une affaire de blanc, le noir est sous-homme, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas inventer. Donc quand j'ai eu le déclic, en 2005, tout est parti. Donc ce qu'il faut que les noirs sachent, il faut absolument que les noirs ils se disent, je peux moi aussi inventer. C'est-à-dire il faut qu'il y ait le déclic. Qu'ils soient conscients de leur capacité à la marge du monde. Voilà, qu'ils se disent, je suis capable aussi, comme l'homme blanc. Je suis capable d'inventer et de faire. Voilà. Sans ça, s'il n'y a pas le déclic, s'ils ne se disent pas, s'il n'y a pas la cassure de la chaîne coloniale mentale, s'ils ne se disent pas, je suis capable, ils ne vont pas essayer. Et s'ils n'essayent pas, ils ne vont pas le faire. Et vous avez fait une demande de brevet pour... Oui, j'ai fait une demande de brevet, je l'ai envoyée à l'OEB. L'OEB en Allemagne, le siège, j'ai déjà le numéro. Donc, alors que le même jour, j'ai fait un essai, le même jour, je l'ai envoyé à l'OAPI, au Bénin, et puis à l'OMP aux États-Unis, et c'est seulement l'OEB qui m'a répondu. Comme quoi les Allemands, ce n'est pas pour rien qui dominent l'Europe. Alors, dans une deuxième partie de l'ouvrage, vous parlez de ces militants-là, des droits civiques, ces militants noirs, qui ont également contribué à ces recherches scientifiques, puisque lorsque l'esprit n'est pas libéré, l'intelligence ne l'est pas forcément. Et qu'est-ce que vous apportez de nouveau, puisqu'on sait qu'il y a déjà eu des travaux sur ces... Oui, parce que ce que j'ai notifié dans mon livre, on n'en parlait pas, il n'y a personne qui les connaissait. C'est-à-dire, par exemple, Harriet Tubman, cette infirmière qui a risqué sa vie plusieurs fois pour sauver des esclaves. Elle a même été esclave. Donc, il faut le notifier. Woodson, Godwinson, c'est grâce à lui que dans tous les ouvrages, à l'école, vous savez, on a décrété une semaine pour la vulgarisation de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Après de une semaine, c'est passé à un mois.
Et pendant un mois, on ne parle que des Noirs américains qui sont inventeurs dans tous les domaines. Oui. Et c'est comme ça que petit à petit, Oui. la population américaine Oui. s'est rendue compte que le Noir n'est pas seulement chanteur, le Noir n'est pas seulement danseur, le Noir est aussi intelligent. Il a inventé. C'est là où ils ont découvert que Latimer a inventé, Woodson a inventé, plein. C'est tous ces inventeurs-là que j'ai énumérés dans mon bouquin. C'est là où ils se sont rendus compte que, eh ben, ils sont pas seulement, que c'est pas vrai qu'ils ne sont pas des sous-hommes. Oui. Donc le déclic, il faut noter que si aujourd'hui Obama est au pouvoir, on le doit à tous ces gens-là. Parce que s'il n'y avait pas eu un travail en amont, que le déclic n'est pas fait, Obama ne sera jamais au pouvoir. Oui. Vous vivez en France depuis des années, vous me direz si j'ai tort ou pas, mais on a le sentiment que la France a quand même énormément de retard par rapport aux États-Unis, puisque c'est un pays où lorsqu'il y a une demande d'emploi, en tout cas une demande de recrutement, et vous vous présentez, lorsque vous êtes noir, on vous dit d'office, on ne recherche ni footballeur, ni chanteur, ni danseur. Ça veut dire quoi? Le noir n'est bon que pour danser la bamboula ou pour jouer sur les terrains de foot. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je l'ai notifié d'ailleurs, pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin. En France, on vit le racisme. Et donc, pour s'en sortir, comment dirais-je, l'un des chemins pour moi, c'est la conscientisation. Il faut que les Noirs cassent la chaîne coloniale mentale, qu'ils se disent, eux aussi sont capables, qu'on commence par inventer, par créer des choses, et puis le Noir, il sera obligé de dire, ils sont capables. Le Blanc, il sera dit, ils sont capables. Si on reste toujours dans cette case-là dans laquelle on nous a enfermés, on n'est pas capable, on accepte qu'on n'est pas capable et on ne fait rien pour prouver le contraire, ça va durer longtemps. C'est ce que vous entendez par révolution mentale? Donc, tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai pas, révolution mentale. Il faut casser la chaîne coloniale mentale. Il faut une démocratisation pour qu'un pays puisse développer. Prise de conscience, démocratie. Il faut assez de pouvoir librement avec le suffrage universel. Et il faut aussi revenir à ces valeurs traditionnelles, ces valeurs culturelles, sociales, nos langues, tout ça. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans un développement technique, sans s'appuyer sur ces valeurs tangibles. Alors, votre projet, s'il faut le caricaturer, c'est une chaise à quatre pieds, comme une chaise à 4 pieds. Mon projet repose sur 4 piliers. Donc j'ai dit le premier, c'est pour faire la promotion de mon livre. Le deuxième, j'ai créé une association, le Rassemblement pour un Nouveau Monde, que j'ai mis sur pied déjà là-bas. Donc par ce biais-là, par l'association, un grand centre créé, un grand centre de pôle technique, ici aussi. Une maison d'édition pour promouvoir l'écriture des Noirs. Et le troisième pilier, le quatrième pilier, pardon, qui est le plus important, c'est la mise sur pied de la centrale TOG. La centrale TOG, centrale comme centrale, TOG comme Toyin Fodé. Donc là, j'invite les autorités, s'ils m'écoutent, à pouvoir m'accorder, je peux appeler ça faveur, pour que le problème du stage soit résolu au Bénin et en Afrique. Merci infiniment, M. Patrice Toyin Fodé. Ce sera votre dernier mot sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis et surtout, ne manquez pas de lire Devoir de vérité aux Noirs. Les Noirs doivent se prendre en main, paru aux éditions Menembuk sous la plume d'un scientifique, Patrice Toyin Fodé. Merci infiniment de nous libérer l'esprit. Merci de faire de nous des gens qui conçoivent déjà leurs valeurs et qui se savent entièrement capables. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il n'a pas été particulièrement brillant au cours du Mais il faut lui donner les balles pour qu'il joue.